Marc Leux, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors moi j'ai eu 3 vies. Ma première vie, j'ai étudié les études d'ingénieur, et puis philosophie, et puis théologie. Je suis devenu prêtre catholique, jusqu'au jour où j'ai décidé de me marier. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sur le trottoir. Et donc j'ai dû réinventer un autre job. J'ai eu un peu de chance. Après quelques années, je me suis retrouvé au sommet de la Commission européenne, au moment où Jacques Delors était en train de créer sa cellule de prospective. Donc ensuite, vous avez fait quand même un PhD en théologie ? Oui. Donc j'ai fait un doctorat à Rome en italien. J'ai appris le grec et le russe. Donc j'ai appris les 3 à la fois. C'était passionnant et j'ai travaillé sur un ami de Lénine qui a importé le marxisme en Russie et puis s'est converti à l'orthodoxie parce qu'il s'est dit, oui mais attends, on ne peut pas réduire tout aux rapports sociaux. Et donc moi je me suis tapé 2000 pages de russe philosophique. Moi je ne comprenais rien du tout. Le premier jour j'ai lu 2 lignes et puis je me suis mis petit à petit. Platon raconte une histoire. Le sens de la vie est ceci. La plupart des gens sont assis au fond d'une caverne. Ils ont un collier de fer ici et un collier de fer en bas, qui les empêche de se retourner vers la lumière. Le sens de la vie est d'aller vers le soleil, vers le monde des idées, vers le bien, le vrai et le beau. Mais on est enchaîné au fond de la caverne. Et on regarde la terre. Et donc c'est très difficile d'enlever son collier et puis de se mettre à ramper vers la lumière. Et plus on va vers la lumière, plus on est ébloui. Donc on a tendance à retourner dans le fond de la caverne. Et quand finalement on s'est habitué, on a habitué son regard à la lumière du soleil, et qu'on rentre dans la caverne et qu'on dit aux autres, mais vous savez, la réalité, l'être, le sens de la vie, il est dehors, il n'est pas dans la caverne. Ne croyez-vous pas, demande Socrate, que ce messager va être tué. On va passer à votre cursus européen. Vous avez été conseiller de Jacques Delors. Vous avez participé à la création de l'Europe, c'est ça ? Comment ça s'est passé, les départs ? C'était facile Jacques Delors avait un caractère de cochon. C'est quoi un caractère de cochon ? Il se mettait en route. Dès qu'on le contredisait, bon. Mais travailler pour lui était passionnant parce que tu écris un discours pour lui, tu vois qu'il a relu, qu'il a corrigé, qu'il a mis des remarques en rouge dans la marge. Donc tu sens qu'il travaille sur ce que tu as donné. Un minimum. Oui, mais attends, moi j'ai travaillé pour Santerre, il ne savait même pas lire, il pensait en allemand, il lisait en français, il ne comprenait rien de ce qu'il lisait. Bon, il y a tout, hein. Alors la deuxième chose, et ça c'est quand même une expérience très forte, il nous a dit, écrivez-moi un livre blanc, par mois, sur l'économie européenne dans 30 ans, 2040, 50 ans. Bon, on s'est mis à travailler et on a expliqué 4 idées. 200 pages, hein, mais je résume. On est en train de passer de l'époque industrielle à l'époque immatérielle. On va garder l'industrie, mais les jobs industriels, et les jobs immatériels, ils ne sont pas encore créés. Et donc la jeunesse, elle est le cul entre 2 chaises. Bon, ça c'est 1. 2, il faut détaxer le travail, ce qui est une vision industrielle, et il faut taxer sans pitié les pollueurs et les spéculateurs, qui n'apportent rien au bien commun de l'humanité. Des parasites. Voilà, ça on ne dit pas, on n'a pas dit, on peut le penser. On est sur Internet. Voilà, mais nous ne l'avons pas écrit. 3, il faut changer toutes les structures d'éducation à 180 degrés, pas 10 degrés comme on fait maintenant, mais 180, c'est-à-dire repenser l'éducation comme une formation à la créativité, enabling creativity. C'est pas une formation, c'est simplement laisser sortir l'âme des enfants et la créativité. C'est un autre paradigme d'éducation. Vous avez dit l'âme. C'est quoi l'âme ?
c'est l'être. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle arrivera un jour à toucher l'âme? Non. Mais je pense que nous allons droit vers un débat sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Parce que les GAFA et les Californiens d'aujourd'hui sont 3 niveaux en dessous de mes amis qui étaient les penseurs de la Silicon Valley il y a 30 ans. C'était qui? Willis Harman. C'est le Edgar Morin américain, génial. Harlan Cleveland, vice-secrétaire d'État de Kennedy. Bon, pas un imbécile. Et le 3e, Peter Drucker, qui a écrit Post-Capitalist Society. C'est le seul livre qu'on ne cite jamais, mais c'est le grand penseur, le plus grand penseur du management mondial. Ça, c'est des gens qui vraiment... allez, je vous cite une phrase de Willis Harman. On a tout son temps. Willis Harman dit ceci. « Nous sommes dans une époque où l'humanité est en train de modifier the system of belief. » Donc, système de croyance. Le système de croyance de la société occidentale est en train de changer. No economic, politic or military force, aucune force politique, économique ou militaire ne peut arrêter ce processus. Et il dit, et en changeant leur vision des valeurs de base de la vie, les humains sont en train de changer de civilisation. Ça, c'était des gens intelligents. Ou utopistes. Non. Intelligents, parce que ce qu'il décrit, il faut lire son bouquin, c'est exactement ce qui se passe. Il a modélisé, il a anticipé le fait que le système se rebiffe juste avant de collapser. J'étais à Jouy en Josas, là, avec mon ami Jean Stone, qu'il faut interviewer de toute urgence, et qui explique très bien qu'en politique, ça n'évolue pas de manière linéaire. Ça fait des zigzags. Parce que vous vous mettez à changer, les gens disent yes, ok, et puis tout d'un coup on se dit, moi maintenant, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, hop, on recule. Donc c'est la procession des externactes. On fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. En politique, c'est souvent comme ça. Et donc la mutation dans laquelle on est, c'est une mutation qui va se faire en zigzag. Ça, c'est normal. Et si ça se fait pas en zigzag, s'il y a, on va dire, un séisme, une brisure, et que ça va pas dans votre chemin, est-ce que vous êtes capable de faire l'avocat du diable de votre propre prospective? Oui. Pourquoi? Je vous écoute. Parce que personne ne sait. Personne ne sait. La seule chose que j'ai compris, c'est que personne ne connaît le futur. Plus tu fais de la prospective, moins tu connais le futur. Mais, ce qui est important, théoriquement, la vraie politique, comme Delors l'a pensé, c'est imaginer des pistes du futur et accompagner l'opinion publique dans son cheminement vers ce qu'elle sent être le futur à créer. C'est pas un peu paternaliste? Accompagner, ce n'est pas diriger, hein? Cool. Soft paternaliste. C'est-à-dire qu'en politique, tu te rends compte qu'il faut avaler beaucoup de couleuvres. Que tu es confronté à ta propre ambiguïté, tu as une zone d'ombre, mais tu as des zones d'ombre dans la politique, hein. Tu as des forces d'ombre, tu as des forces... et donc, il faut... Quelles sont les forces de l'ombre? C'est d'abord notre peur collective du changement. C'est aussi les mafias. Les mafias politiques ou les mafias... Mafias économiques, mafias politiques... tu as toutes sortes de... Tu as des mafias religieuses, l'Opus Dei. Et la mafia, si tu veux, tu donnes ça au début, et puis tu es... Et donc c'est comme une intelligence collective négative. Attends, c'est fort, hein?
Bon, et en politique, il faut tenir compte de l'intelligence collective positive, mais aussi du négatif. Ces forces de l'ombre, si elles gagnent, c'est-à-dire que si ta prospective un peu utopiste de le changement de civilisation, il va y avoir l'empowerment de la population va s'emparer de ces nouvelles valeurs, va y avoir un basculement des consciences pour avancer ensemble. Bon, d'accord. Si ça marche pas, si entre guillemets, les forces de l'ombre gagnent, c'est-à-dire que le capitalisme prédateur asservit l'esprit critique de la masse, que la masse est mise en esclavage par de l'intelligence artificielle ou, on va dire, remis au rebut, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il est clair qu'il y a des gens qui désirent vraiment faire ça. Et ils l'ont publié, ils l'ont dit. Qui? Des gens comme ceux qui possèdent la Banque centrale américaine, qui est une banque privée. C'est toujours JP Morgan, tu retrouves toujours les mêmes. Il y a des gens, le Bilderberg Group, la Trilatérale. On connaît la Trilatérale. Oui. Qu'est-ce que tu leur reproches? Mais ce sont des gens qui sont là pour protéger, d'abord pour protéger leurs intérêts, mais plus que ça, pour diriger le monde vers une aliénation vraiment du grand nombre. Je crois. Si je te dis la démographie nuit à la qualité des cerveaux, ça te fait penser à quoi? Ben alors, on tue des gens, hein. On imagine des maladies, tout ça est prévu et c'est possible. Tout ça sont des scénarios tout à fait possibles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, ma conviction personnelle, mais c'est un choix. Je sais et je sens que Teilhard de Chardin, le vieux Teilhard de Chardin, a raison. Et il a dit, attention, les petits copains, au début du XXIe siècle, vous allez voir, l'humanité va être confrontée à une série d'une vingtaine de problèmes inextricables, insolubles et connectés les uns avec les autres. Ma che facciamo? Qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, dit-il, comme dit Einstein, on ne résout pas les problèmes au même niveau auquel on les a posés. Donc il faut s'élever. Et il dit, voilà, c'est évident que nous allons passer dans la noosphère. Et moi, je suis convaincu, je le sens, que nous y sommes déjà. Il faut que tu explicites la noosphère. Cette noosphère, pour Teilhard, ça vient de nous. Et nous, en grec, c'est l'esprit et l'âme. Et donc la noosphère, c'est en même temps Internet, c'est-à-dire quelque chose qui nous relie tous, mais qui a une valeur beaucoup plus subtile aussi. Et donc, je crois que nous sommes en train de tous changer de niveau de conscience. Thinkerview, c'est ça. Vous êtes des porteurs de ce nouveau niveau de conscience. Et plus on est dans la noosphère, plus on est furieux. On est furieux parce qu'on voit de plus en plus, et de mieux en mieux, et de plus en plus clairement, tout ce qui est merdique. Et ce qui est positif. Et ce qui est positif. Et les gens sont furieux, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est que leur colère, quelque part, est liée au fait qu'eux-mêmes changent de niveau de conscience, mais ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils regardent vers le bas, ils ne regardent pas vers le haut. Enfin voilà, ça c'est ma vision à moi. Est-ce que tu connais Krishnamurti? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'ai lu quelque part, c'est que il était appelé à quelque chose d'extraordinaire et qu'il a refusé. Donc ça reste un très grand spirituel, mais quelque part, il n'a pas réalisé ce pourquoi il était... Prédestiné? Oui. Mais génial, hein? Donc. Et je crois d'ailleurs que Jésus ne voulait pas du tout de fonder le christianisme. Jésus, tu parles de qui? Du leader de la secte chrétienne il y a 2000 ans? Je crois que Jésus était un grand initié. Par qui? Il a subi pas mal d'initiations
probablement qu'il est allé, il a fait le tour de l'Inde, etc. On ne sait pas ce qu'il a fait entre 15 et 30 ans. Il y a des livres qui disent ça, je crois que c'est... Et la seconde chose, c'est que probablement son message, c'était la transfiguration. Ça, c'est le vrai message. Et le clergé Ben non, rien. Attends. a dévoyé le message, c'est ça? Mais ils n'ont rien compris, évidemment. Et donc, le niveau énergétique de l'humanité, il y a 2000 ans, n'était pas capable... Ça veut dire quoi, énergétique, il y a 2000 ans? Parce que là c'est... Le niveau de conscience, je dirais, la capacité de comprendre. Il avait choisi des gens très humbles, mais tellement humbles qu'ils n'ont pas compris. Mais d'ailleurs, les intellectuels n'ont pas compris. La seule qui avait compris, c'était la femme de Pilate, qui lui a dit « Attention, chérie, ce type-là, j'ai eu un rêve. » Bon. Mais... Ça va le terminer, hein. Ça va le terminer. Est-ce que l'Europe a été fondée sous influence américaine pour faire un débouché pour le marché américain? Alors, Est-ce que l'Europe est gangrénée, vérolée, infiltrée par des éléments extérieurs américains pour influencer les décisions de l'Europe? du temps de Delors, non. Maintenant, oui. Mais, il faut lire les mémoires de Monnet. Les mémoires de Monnet expliquent ceci. En 1949, les Anglais sont allés au département d'État. Et moi, je le sais par Harlan Cleveland, qui était en train de préparer le plan Marshall. Il était responsable du plan Marshall pour l'Europe. Enfin, juste, bon. Et le type me dit, Harlan Cleveland, on a reçu les English d'abord, qui nous ont dit Commonwealth, 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 marché, marché, marché. Et puis, la semaine suivante, on a reçu Monnet et Schuman, et on s'est dit, it's better. It's better. Et donc, les Anglais furieux, mais furieux sur les Américains de ne pas avoir été acceptés et de voir que c'est quand même l'autre projet de Schuman et Monnet qui est accepté. Bon. Alors, il y a autre chose aussi. Le 9 mai 50. 1950. Oui, 1950. Monnet s'amène chez Adenauer. Et Adenauer le laisse parler pendant 1 heure, et puis lui dit « Monsieur Monnet, je vous attendais depuis plusieurs années. Je suis intéressé par ce que vous dites, mais je vais vérifier que votre gouvernement vous soutient. Si c'est vrai, vous pouvez compter sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Je vous trouverai des Allemands de très haute qualité pour travailler au niveau européen. » Et Monnet, qui est un athée de bon ton, dit « Cette journée fut magique, je dirais presque spirituelle. Point. » Il a touché un chèque? Non. Non, il vendait du cognac, il s'en foutait. L'Europe de maintenant, Maastricht, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, Ça a été un petit peu passé. l'Europe qu'on en force, avait non? pensée avec Jacques Delors était de centre-gauche. Elle est devenue ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore. Et donc, c'est tout faux. Tout ce qu'ils font pour le moment est faux. Sur les semences, ils se sont trompés. Sur Monsanto, ils se sont trompés. TAFTA. Tout est faux. CETA. Mais, qui a écrit les traités, c'est quand même nous, il y a 20 ans. L'article 50, ça vous parle? Il y a bien pire, l'article 123. Ça dit? L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrits. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça?
et ça a été écrit, ça s'appelle... C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article Ça va, je suis 123. rassuré. Mais c'est probablement J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est C'est... asservir les peuples par la dette? Oui. Pourquoi personne ne le dit? Je sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit? C'est Rocard avant de mourir. Et puis il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça. C'est beau. C'est beau quand même. Oui, c'est pas mal. Pourquoi il faut attendre que les vieux soient vieux pour qu'ils commencent à l'ouvrir? Bon, nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen. En quelle c'est année? marqué, qui s'appelle en français « Non à la toute-puissance des banques ». Un tout petit sous-titre « Rapport du Parlement européen, du Club de Rome au Parlement européen sur la monnaie ». C'était quelle année? 2013, 2014. Tu sais ce que ça veut dire? Si on a servi les peuples par la dette. C'est-à-dire qu'ils vont toujours courir pour pouvoir rembourser, et Alors, c'est une concentration de pouvoir extraordinaire. ce qu'on a fait avec la Grèce, tout faux. Parce que Delors, du temps de Delors, quand les Espagnols sont entrés, les Portugais et les Grecs, on a dit « Ah, ils ont des dettes énormes ». Très bien, très bien. Et Delors a dit « We give money ». Nous donnons de l'argent, nous ne prêtons pas. Et donc, Delors a toujours imposé aux chefs d'État qu'à l'intérieur de la zone euro, il faut donner de l'argent, à des conditions. Si tu donnes 100 milliards à la Grèce, ben, ils vont accepter. Par exemple, tu mets comme condition, il faut que l'Église orthodoxe paye ses taxes. Bon. Il n'y a que de l'extérieur que tu peux le faire. Parce que bouger l'Église orthodoxe en Grèce, attends, il faut le faire. Bon. C'est une mafia? Mais tu peux dire, hein. C'est une mafia, l'Église orthodoxe en Grèce? C'est-à-dire qu'ils sont là depuis... Ils ont été la puissance qui a aidé les Grecs à tenir le coup pendant 700 ans de domination turque. C'est un peu comme l'Église catholique en Pologne. Ils font partie de l'identité nationale. Et donc c'est très difficile de bouger à ça. Mais tu peux le dire, écoutez, on vous donne 100 milliards. Mais, next year, l'Église doit payer ses taxes. Et on fait venir l'Église orthodoxe à Bruxelles et on leur dit, écoutez, voilà. Hein. Bon. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Mais pour ça, il faut construire l'Europe politique. Et nous, imbéciles, on ne l'a pas fait. Donc Delors est parti en disant, il faut construire... On a fait l'euro, mais il faut le guidon politique pour manager cet euro. Bon, Tesla, qui est un génie, oui, le Serbe, a inventé une voiture qui a fait 600 km avec un moteur quantique. On a fait brûler son laboratoire 2 fois et on l'a fait exploser 1 fois, pour être sûr les 7 que sœurs. ce moteur quantique... Bon. Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture, ou bien une intoxication alimentaire. Oh là, t'es complotiste en plus. Il y a un gouvernement qui, l'année passée, le gouvernement indien a dit « Moi, j'ai pas de charbon, j'ai pas de pétrole. Donc, il a demandé à M. Tewari, qui est une toute grande famille d'ingénieurs de l'Inde, de développer le moteur quantique. L'ambassade d'Amérique et plusieurs ambassades occidentales et d'Arabie Saoudite lui ont dit « You should not do that ». Pour ta propre sécurité. Et donc, il a décidé de mettre l'armée autour du laboratoire. Et il continue. Encore en ce moment? Oui. Il suffit d'aller voir, on voit la photo du moteur quantique. Bon. Nous sommes dans une phase expérimentale. On est en train de rattraper ce que Tesla a dit il y a 100 ans. Attends, hein? Ça fait 100 ans. Hein? Mais, si ce moteur quantique, donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Donc tu crées une centrale, au lieu de nucléaire, une centrale quantique, qui, le coût de l'énergie, c'est 0. Bon, ça fonctionne avec le champ de Planck,
je vous passe les détails. Mais, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fout en l'air le programme politique des Russes, des Saoudiens, des Américains, de tout le monde. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes de pétrole, pipes. Tu supprimes tout ça et tu mets l'énergie gratuite. Et libre. Et libre. Alors, je dis ceci, c'est que nous sommes devant une société, je dis qu'il y a à peu près 15 chantiers de cet acabit-là qui vont mettre 30 ans à évoluer. Tu ne vas pas arrêter le moteur quantique. Parce que moi, je sais que Tesla avait parfaitement compris. Et donc, on va le retrouver. On va le faire fonctionner, malgré tout le monde. Et ça va faire péter tous nos schémas géopolitiques bêtes et méchants. C'est la plaque tectonique. La trilatérale contrôle très bien la vieille plaque tectonique. La nouvelle... Ils savent contrôler la chute des arbres, mais ils ne savent pas contrôler la pousse des arbres, c'est ça? Non, ils ne voient pas la nouvelle plaque tectonique. Tu vois, la plaque tectonique industrielle va entrer en dessous de l'autre. Ils ne la voient pas, la nouvelle. Ils ne la voient pas. Ils ne savent pas la contrôler, ils ne la voient pas. Donc ils sont très forts dans le contrôle du vieux, mais ils ne voient pas le nouveau. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne parviennent pas à contrôler le nouveau. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas contrôler un réseau. Ça travaille en réseau. Bon, revenons sur l'énergie libre dans une société transformant, immature. Si je donne l'électricité gratuite à tout le monde, si je donne l'électricité gratuite à toutes les industries, est-ce qu'elles vont, grâce à ça, épuiser encore plus? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'on a 30 ans pour changer la mentalité, alors que ça fait plus de 50 ans qu'on apprend aux gens depuis le berceau qu'il faut consommer sur une fonction exponentielle? Un changement de Thomas Kuhn explique ça très bien. Un changement de paradigme, il faut attendre que les vieux schnocks ou bien meurent, ou bien prennent la pension. Il faut 30 ans, minimum. Donc moi je dis, avec Delors, on avait dit attention, c'est il y a 25 ans, on est en train d'y arriver. Je te coupe, parce que là je suis obligé de te couper. T'as pas l'impression que les vieux schnocks qui sont en train de claquer, ou du moins qui attendent leur pension avec gourmandise, ils ont mis derrière eux, ou ils ont sélectionné les jeunes qui leur ressemblaient, c'est-à-dire déjà vieux? Oui. Mais Thomas Kuhn explique très bien que quand tu arrives avec un Einstein, qui arrive avec la relativité restreinte d'abord, et puis générale, et pour finir, on a tellement pressé sur le pauvre Einstein qu'il a désavoué sa relativité générale, mais il avait raison. Bon. Thomas Kuhn dit il y a 4 stades. D'abord, on t'ignore, et puis on te critique en disant que tu es irrelevant. En plus, parfois, on te fait des menaces de mort. Et le 4e stade, on dit, mais we always said that. Et donc, ce type qui a écrit, c'est rien du tout. Bon. Nous sommes au stade 2, 3. Mais, ce n'est pas un simple petit changement de paradigme. C'est beaucoup plus. Willis Harman explique qu'on change de métaphysique. Alors maintenant, vous tenez bien à votre fauteuil. Allez, accrochez-vous les gars. Accrochez-vous. Il dit ceci. À la Renaissance, c'était un changement de vision, Copernic. C'est pas la Terre qui est au centre, mais c'est le Soleil. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Attends. Héliocentré. C'était le contraire de tout ce que disait l'Église, les astronomes, enfin tout le monde. Bon, c'était un fou, ce Copernic. La vision change et la technologie change. Il y a Gutenberg qui imprime la Bible. Attends, ça change tout. Donc c'était la vision et l'outil. Et aujourd'hui, il dit ceci, la vision, ce n'est pas la matière qui est première, c'est la conscience qui fait se cristalliser la matière. Attends. Ça, c'est ce que dit Willis Harman. Et l'outil, c'est le web open source. Et il dit, ces deux choses-là vont changer le 21e siècle.
Nous sommes en pleine Renaissance. Mais le début de la Renaissance, ça tape dur, hein. Galilée, attends, il a senti le vent du boulet. Et maintenant, on sent le vent du boulet. Mais Galilée, il a gagné. Et donc, c'est exactement... Nous sommes au début d'une Renaissance, mais une Renaissance... parce que dire que la conscience est plus importante que la matière, il faut le faire, hein. Tu dis ça dans une université, on te donne 0 sur 20, parce qu'on ne peut pas te brûler, évidemment. Aujourd'hui, on ne brûle plus, mais tout algorithme est un choix de valeur. Évidemment. Et donc, l'important, ce n'est pas l'algorithme. Mais c'est le choix de valeur qu'il y a derrière. Et c'est de ça qu'il faut s'occuper. Et ça, les types des GAFA, ils ne comprennent pas. Ou ils comprennent trop bien. Non, ils ne comprennent plus. Parce que le niveau est descendu. Moi, j'ai vu ça en Californie. Le niveau de réflexion, de mental level, des types comme Willis Harman, plus personne ne les cite, plus personne ne les lit, le niveau est descendu, et quelque part, ils font tellement de milliards que... Et alors, c'est des Kurzweil, qui est très bas niveau, intelligent, génial, mais de très bas niveau, qui domine et qui a créé son Singularity University, qui est génial mais stupide. Parce qu'ils se trompent de paradigme. Ils sont exactement retournés dans le paradigme moderne, scientifique. Bon. Cool. S'ils gagnent, ces gens-là, du moins s'ils arrivent à imposer suffisamment longtemps leur paradigme, ou du moins leur vision du basculement, qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire pendre? Non. Et ça va se passer. On va injecter dans des volontaires, petite injection, et là-dedans, il y a 1 milliard de petits ordinateurs biologiques de la taille d'une cellule qui s'auto-reproduisent dans l'organisme. D'après Kurzweil, we will enhance human potential. Donc on va augmenter le potentiel humain. Donc ton fils, à l'école, on lui dit, écoutez, il faut un peu enhance human potential, et on lui fait une petite injection. Si tu ne fais pas l'injection, on le met dehors de l'école. Nous sommes dans 30 ans. Ils vont injecter 100, 1 millier de gens, et puis on va se rendre compte tout d'un coup que les recherches actuelles du cerveau montrent que oui, le cerveau a une fonction d'ordinateur, de dispatching de l'information. Ce n'est qu'une des 4 fonctions du cerveau. Parce qu'on a découvert maintenant, Pibram et d'autres ont découvert que le cerveau est aussi un émetteur, un récepteur de lumière, et qu'il y a une communication entre le cerveau ici, mais aussi le cerveau du cœur et le cerveau de l'intestin. Qui ont des neurones dans l'intestin. Oui, et qu'il communique. Comment est-ce qu'une cellule, tu te coupes ici, comment est-ce que le corps sait qu'il doit reproduire des cellules demain? Mais attends, on ne sait pas. Il y a une communication de lumière qui est... Et il y a aussi une mémoire dans l'ADN. Et donc les cellules parviennent à faire la synthèse de tout ça. Donc là, on revient à l'épigénétique, c'est ça? L'épigénétique est le début, l'embryon d'une réflexion là-dessus. Mais si tu injectes des ordinateurs pour enhance human potential, tu ne fais que, oui, augmenter peut-être, une des fonctions du cerveau, mais tu tues les autres. Et donc tu vas créer des zombies, hein, des Frankenstein. Et quand ils en auront créé 1 millier, ils vont se rendre compte, et là, le Singularity University disparaît du jour au lendemain, et tous les GAFA vont se réorienter vers un débat éthique qui aura lieu où? En Europe. T'es optimiste? Non, il n'y a pas d'autre solution. Alors, There is no alternative. D'accord. Mais c'est dans l'autre sens. L'alternative, c'est les gens qui deviennent fous. Qu'est-ce que tu penses du terrorisme? C'est une secte. Comme il y a des sectes fondamentalistes juives. Chrétienne? Ben attends, les types qui colonisent les territoires palestiniens, c'est des fondamentalistes juifs. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Et on montre très bien, il y avait une très bonne émission d'Arte qui montre que ce fondamentalisme juif a pris un morceau du nationalisme européen, un morceau du fondamentalisme juif. Ils ont fait une mayonnaise qui est extrêmement solide, mais ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Il faut les aider. Qui ? Ceux qui n'ont pas d'avenir. Non, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir parce qu'on va quand même. Je crois même pas qu'on va vers 2 États. Tout mur est toujours démoli. Les problèmes monétaires, il y a très peu de gens qui les comprennent. Ça tombe bien, tu es à la bonne place pour les comprendre là. Maintenant, je vous donne juste une idée. Le plus grand spécialiste sur les questions monétaires, c'est Bernard Lietard, mon copain. Dans un livre de recherche qu'il fait, il montre que le problème sont les axiomes de base de la monnaie. Nous avons créé une monnaie rare. Or, on peut très bien créer une monnaie abondante. C'est l'avantage des monnaies alternatives, c'est qu'elles sont abondantes, elles sont créées par les citoyens. Mais elles sont basées sur rien. Oui, mais la monnaie de l'Amérique est basée sur rien aussi. Exact. C'est une convention symbolique, la monnaie. C'est depuis 72, oui, c'est plus baqué sur l'or, c'est ça depuis 72, quand oui, je crois. Ouais. Alors, question d'interne des journalismes. Est-ce que les journalistes font correctement leur travail pour informer la population de tous ces enjeux? Si tu lis, une chose que j'aime bien, c'est GEAB. Ah, le think tank GEAB de Franck Bianchiri, qui est décédé il y a... Bon, je me rappelle plus. Il y a 4 ans. J'avais beaucoup discuté avec lui sur la Syrie quand il était en train de se battre. Continue. Eux montrent, ils ont fait un schéma qui montre que pratiquement toutes les chaînes de télévision, les journaux, tout ce qui est médias et presse est racheté par 4, 5, 6 personnes. Et donc tout est jugulé. Là, la trilatérale marche à fond. Ils ont jugulé complètement les médias. Et donc, par exemple, ils ont décidé qu'on ne parlait pas des BRICS. Brésil, Russia, India, China, South Africa. 4 milliards de gens qui ont décidé de sortir de Bretton Woods. Ils ont fait... De créer une nouvelle banque mondiale, de créer la route de la soie, etc. On a décidé qu'on n'en parlait pas. Ben non, le mois passé... Il y a RT parle de ça. Russia Today en parle. Qui ça? Russia Today. Oui, évidemment. L'agent évidemment. De... Russia Today, oui. China News, oui. Alors, le mois passé, la Chine décide, dans un silence total, un petit article en 10e page dans Le Monde, la Chine décide d'acheter son pétrole en yuan, convertible en or à Hong Kong. C'est beau. C'est la fin du dollar, 1, c'est la fin du pétrodollar, 2, c'est la fin de la politique de Kissinger, 3, c'est la fin de Bretton Woods. Punto et basta. Donc la personne ne l'a dit. On va pas parler de l'effondrement des États-Unis comme ça, voyons Marc. Non, on pourrait simplement constater que c'est la fin de Bretton Woods. C'est aussi la fin des États-Unis. S'il y a une dédollarisation du monde... c'est la fin de l'énorme avantage monétaire qu'avaient les États-Unis, c'est qu'ils pouvaient faire tourner la planche à billets indéfiniment et tout le monde accepte ces faux billets. Oui, ce sont des faux monnayeurs, mais officiels. Ok, c'est pas ça qui faisait le plus peur. C'est que si les Américains te sortaient de la zone dollar, tu te retrouvais un peu en short en plein hiver quand même, non? Non, c'est pire que ça. Le jour où la monnaie américaine redevient une monnaie nationale, on va dire, vous avez une dette 6 000 milliards. Non, beaucoup plus que ça, qui correspond à 1, 2 ou 3 fois le PIB mondial. Exact. Bon. Mais dans la Constitution, ils peuvent la répudier. C'est marqué noir sur blanc dans la Constitution américaine qu'ils peuvent...
où ils répudient leurs dettes, les bons du Trésor passent à 0. Et donc, le scénario du dollar qui tombe à rien, comme le Deutschmark entre les deux guerres, n'est pas du tout, et ça veut dire que l'armée américaine rapatrie, ça veut dire que la police n'est plus payée, ça veut dire qu'il y a un danger de guerre civile. Tout ça sont des scénarios possibles. J'ai même lu un scénario que le GEAB a théorisé il y a à peu près 5 ans. Un petit peu. Oui. Mais depuis que Banquieri est mort, c'est moins bien. Est-ce qu'il connaît Nassim Haramein Mais oui, évidemment. Et sa théorie du champ unifié? Oui, ce sont des génies, ça. Il y a Nassim Haramein et il y a Idriss Aberkan sur l'économie immatérielle. On va le recevoir. Idriss, il faut que tu répondes à notre mail. Continue. C'est absolument génial. Hein. Ce sont des surdoués qui ont tout compris. Ils ont compris quoi? Non seulement ils ont compris le changement de paradigme, les uns dans l'économie, les autres dans beaucoup plus large la physique quantique, mais ils ont continué la recherche et ils ont le génie de pouvoir bien expliquer. Ce sont des expliqueurs. Laisse-nous un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer qui sera impérissable et immortelle sur le net. Alors, ne vous laissez pas intimider par la trilatérale. Ou les autres. Ou les autres. On n'est pas intimidé par la trilatérale. Oui, mais quand même. Ne vous laissez pas intimider par tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'alternative. Nous sommes dedans, nous nageons dedans. 2. Il y a un bouquin qui s'appelle « L'intériorité citoyenne », écrit par Dansbourg, un Belge, qui dit ceci. Au XXIe siècle, on va se rendre compte dans les entreprises, dans les groupes, même les groupes alternatifs partout, que le gros problème des gens, c'est leur ombre violente. J'explique en 2 mots. Dans mon enfance, j'ai dû me protéger de certaines souffrances et je me suis fait des petites carapaces. Mais après 40 ans, ces carapaces m'emmerdent. Mais je n'en suis pas conscient. Et plus ces carapaces me font mal, plus je projette ma violence sur les autres. Que ce soit dans le métro, dans la famille, dans la profession, etc. Et le chemin de l'être, un peu de méditation, etc., peut t'aider à prendre conscience petit à petit de cette violence que tu projettes sur les autres. Et donc... Et 3. C'est pour ça qu'il parle de l'intériorité citoyenne. Une certaine intériorité, un certain chemin vers l'être, athée, religieux, on s'en fout, est aussi la manière d'être citoyen au XXIe siècle. Bon, Marc, le 3e point. Il y avait un 3e? Je ne sais plus.